Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier épisode de Face au Sport. Premier épisode, premier club à vous montrer et je suis toujours en compagnie de mon acolyte Abou. Abou, comment on va? Ça va et toi, Totaf? Bah écoute, grande première pour nous aujourd'hui. On a pas mal de choses à montrer. On va recevoir des invités. Donc comme on vous a expliqué un petit peu sur les petites vidéos que vous avez pu voir, pour ceux qui ont pu les voir, on va à la rencontre des clubs au sein de leur structure et on les reçoit également ici. Donc on va commencer tout de suite par une première vidéo, par notre premier invité qui est le club de Frileuse, avec des couleurs emblématiques. Jaune et noir. Le jaune et noir. Et pourquoi Frileuse? C'était assez accessible, on va pas se mentir, hein. Abou a longtemps joué là-bas. Et aussi parce que c'est un club qui existe depuis 1929, l'un des plus vieux clubs à vrai. Une vraie histoire. Une vraie histoire. Donc on commence tout de suite par la première vidéo face au club. Je me présente, M. Hervé Thierry, président du Sportif Club de Frileuse. J'ai signé ma première licence au sein du club au mois de septembre 1970. Bon, j'ai été joueur jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai pratiquement fait que le foot en tant que joueur. À partir de 18 ans, je suis parti vers l'encadrement des jeunes. Donc j'ai encadré les jeunes de très bonne heure, c'est une chose. J'ai eu pas mal de catégories. J'ai pris la première à l'âge de 23 ans. J'ai pris la première, l'équipe féminine du club à l'âge de 23 ans. Et au sein du club, comme il fallait un petit peu évoluer, à partir de 26 ans et demi, je suis passé président. Donc j'arrive sur ma 37e année de présidence. Durant mes premières années de présidence, ça n'a pas empêché d'encadrer toujours les jeunes. J'ai fait le parcours de toutes les catégories, du plus petit au plus grand, avec beaucoup de plaisir. Car j'ai eu plusieurs générations et des générations de gamins de quartier et ils m'ont rendu le plaisir que moi j'ai essayé de leur donner. Ensuite, bon, j'ai quitté un tout petit peu l'encadrement des jeunes parce qu'à la place de présidence, c'était pas facile de se mettre en recul par rapport à mes éducateurs. J'ai eu la chance que mes jeunes joueurs que j'ai eu au départ, en évoluant, sont devenus eux-mêmes éducateurs. Ici, au sein du club, c'est une grande famille, c'est vraiment une grande famille. Et je pense que c'est grâce à ces jeunes joueurs qui ont pris la relève, de jeunes éducateurs, que j'ai continué au sein du club, parce qu'on ne peut rien faire seul. Maintenant, j'ai les jeunes enfants des joueurs, j'ai les petits-enfants de nos joueurs. Et même au sein du bureau, j'ai des gars qui sont restés près de moi tout le long, parce que j'aurais pas pu faire ce travail seul. Mais on a fait un bon boulot, et les encadrants ont fait un très bon boulot. Parce que quand j'ai repris la présidence en 89, toutes nos équipes étaient descendues en district. Bon, tout le monde m'a traité de fou quand je dirais qu'il me fallait 5 ans pour retrouver les équipes en ligue. Finalement, grâce notamment aux éducateurs, au bout de 3 ans, toutes nos équipes rejoignaient la ligue. Durant ce temps, on n'a pas oublié la formation. Puisque au niveau du sein du club, on est une quinzaine de joueurs qui sont passés professionnels grâce à la formation, grâce au travail de mes jeunes éducateurs. Donc ça fait 37 ans que je suis président, 55 ans de licence au sein du club. Ce qui me fait continuer au sein du club en tant que bénévole, c'est d'abord que je suis très bien accompagné. J'ai vu des générations entières, comme j'expliquais juste avant, après le foot, passer encadrant. On a une bonne famille, on a des bonnes relations. Je dirais, on s'entend super bien. Bon, je sais que moi, en tant que président, malheureusement, par rapport aux nouvelles lois, j'ai des objectifs à donner aux jeunes équipes. Parce qu'encore quelques années, c'était la formation jusqu'à l'âge de 15 ans. Maintenant, avec un nouveau règlement, il faut passer par le dessous pour remettre nos équipes en ligue. Donc, il y a des fois un peu plus de tension avec les éducateurs, parce que entre le plaisir que je leur demande, entre les résultats, les parents ne comprennent pas toujours, mais malheureusement, c'est pas sur les clubs. Moi, ce qui me pousse vraiment, c'est d'être accompagné toujours, au sein du bureau, au sein des éducateurs. Je rencontre des générations, c'est compliqué de rencontrer des générations. Bon,
la société change, mais j'ai essayé de rester avec un discours commun avec les éducateurs. Mais c'est vraiment mon entourage au sein du club qui me pousse à continuer comme ça. Voir les gamins, le plaisir qu'ils prennent à jouer, voir mes éducateurs, l'évolution de mes éducateurs, voir quand on se réunit le vendredi, bon, durant la réunion, des fois il y a des petites accroches, mais c'est arrangé. Si on arrive avec un problème, on repart avec zéro problème. Mais c'est surtout qu'après la réunion, on puisse discuter les uns les autres. Il y a le foot dans la vie, mais aussi les familles, je dirais l'amitié qu'on a au sein de nous-mêmes. Et ça, c'est ce qui me fait continuer dans ce sens-là. Mon gros truc, ma grande joie au sein du club, c'est qu'on soit scindés tous ensemble. Je veux pas une partie foot, une partie bureau. Quoi qu'il arrive durant la semaine, il faut s'y habituer parce qu'il y a des gens qui sont plus sur le terrain, des gens sur le bureau. Mais finalement, on travaille tous ensemble par le long chemin encore à suivre du club de Freileuse. Oui, donc sur les infrastructures, vous voyez bien, un terrain homologué. Là, je tire un grand chapeau à mes éducateurs, à l'organisation du club, à l'organisation du bureau, parce que ici, au sein du club, j'ai entre 27 et 28 équipes. 28 équipes avec un seul terrain, en ayant 3 entraînements à la semaine pour les équipes qui jouent le plus haut. Donc, je peux vous dire que c'est un planning vraiment fermé, bloqué, et à la minute près. Et c'est mes éducateurs qui font un grand job, parce qu'en plus, moi je suis un peu sévère, vous voyez vous-même, sur un terrain comme celui-là, même pour mes éducateurs, pour l'apprentissage du football, des fois je mets 2 équipes en même temps, donc je reconnais les grosses qualités de mes éducateurs. Mais ce qui est gênant aussi, c'est que pour les gamins, je pense qu'on aurait dû faire les constructions juste à côté, là, un petit terrain d'entraînement, notamment pour les plus jeunes, jusqu'à 11 ans, ça nous aurait permis d'évoluer au niveau des gamins, puis d'avoir vraiment des surfaces pour faire progresser nos gamins. Mais sincèrement, c'est tous à l'écoute. C'est tous à l'écoute. Je sais que c'est gênant pour les gamins, je sais que c'est gênant pour les parents. On fait au mieux. C'est vraiment un planning d'enfer. Les gamins, des fois, s'entraînent un peu tard. Les éducateurs s'entraînent aussi un peu tard. Il n'y a pas très longtemps qu'on a des nouveaux vestiaires. Je peux vous dire qu'il fallait être vraiment courageux pour s'engager en tant qu'éducateur au sein de Freileuse, parce qu'on prend plus bénévole au départ, avec des infrastructures vraiment légères. Mais malgré ça, on a réussi, et je pense que la qualité de notre formation nous fait venir de nouveaux gamins, parce que finalement, malgré ces gros problèmes d'infrastructure, la formation est très bonne au sein du Sporting Club de Freileuse. Elle est reconnue sur la place du Havre dans la région. Donc je pense que c'est grâce à ce travail et c'est grâce à ces efforts qu'on puisse amener les gamins de la région au sein du club. Ouais, donc au sein du club, on a eu minimum 15 joueurs qui sont passés professionnels. Par moi, ça représente, je dirais, une vraie valeur pour le club. Mais par contre, je félicite les encadrants qui ont eu ces joueurs. Les encadrants qui ont eu ces joueurs, parce que vous savez, ici, on avait très peu de ressources. Donc, c'est les encadrants, je dirais, dans l'ensemble bénévoles, qui ont encadré ces joueurs. Ils ont été jusqu'au bout. Il a fallu des rapports avec eux, des rapports humains. Parce que c'est des gamins qui arrivaient, je dirais, des quartiers. Et finalement, moi sincèrement, je tire mon chapeau à mes encadrants parce qu'ils ont emmené ces gamins sur le plus haut. C'est un exemple pour le club et c'est un exemple pour les nouveaux jeunes qui arrivent. C'est une motivation qu'on peut apporter aux jeunes. Des fois, ils ont toujours un petit peu d'ambition avec les parents de partir à droite, à gauche. Alors qu'au sein du club, on a une bonne formation au sein du club. Et finalement, si vraiment ils ont des qualités, si vraiment ils travaillent, parce que les qualités ne suffisent pas s'il n'y a pas le travail, bien accompagnés avec des bons éducateurs, ils peuvent avoir le chemin pour venir dans le football professionnel. Et moi, forcément, je suis très fier d'avoir ces personnes passées professionnelles, mais je suis d'autant plus fier des éducateurs qui les ont accompagnés. Après avoir pu voir un petit peu ce qui se passait au sein du club de Freileuse, on va accueillir 2 personnages très importants du club, 2 dinosaures si je peux me permettre ainsi. Qui de mieux qu'eux pour pouvoir expliquer le club, pouvoir nous apporter des éléments très intéressants. On a avec nous aujourd'hui Stéphane Herviou. Stéphane, merci de nous rejoindre pour cette grande première. Merci à vous les gars. Et on a un personnage, alors je ne sais pas s'il faut vous le présenter encore, mais on va le faire quand même.
Monsieur Salif Diawara. Salif, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être venu, les gars. Comme vous avez pu le voir, on a un peu échangé avec votre président. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant, ce serait de nous expliquer un petit peu ce qui se passe au sein du club. Club historique, fondé en 1929. Il me semble ne pas me tromper si je dis que ça fait pas mal d'années que vous êtes là. Stéphane, ça fait combien de temps pour toi à Frileuse? Bah ouais, comme je disais, j'ai signé ma première licence à 6 ans, je suis de 71, donc ça va faire 48 ans. 48 ans au sein du club. Licencié au club, ouais. En tant que joueur, tant que j'ai pu. Et puis je suis passé éducateur à 20-22 ans, donc éducateur ça fait 30 ans, 32 ans. Ah ouais, t'es passé assez jeune éducateur. Ouais, c'est jeune. Et Salif, pour toi? Moi, je suis arrivé dans mon petit village natal de Gavou en 81, puis j'ai signé ma première licence de foot en 83 à Frileuse. J'ai fait le 83 jusqu'à 2000. Et après, j'ai fait une petite coupure de 7 ans, on va dire, de 2000 jusqu'à 2007. J'étais à Notre-Dame de Grand-Manchon. Et après, je suis revenu au club en 2007 jusqu'à là, jusqu'à présent. On revient toujours à ses premiers amours. On dit toujours, ouais. Donc pas mal d'années. C'est un club, comme je disais, historique, on peut le dire. 1929, donc la longévité de ce club n'est plus à faire. Aujourd'hui, ça se passe comment à Frileuse? Bon, ça se passe bien dans la continuité de ce qu'on a connu depuis, pour moi, un bon moment. On essaye de garder l'esprit familial qu'on a eu depuis très longtemps, au-delà de la famille, au-delà du nom. L'esprit familial. Il y a un nom Airview à l'image du président. On est beaucoup être au club en tant qu'Airview, mais pas que. Il y a beaucoup d'amis, de jeunes éducateurs, de plus anciens qui sont restés. Et on essaye de mettre en avant l'esprit familial. Voilà, le bénévolat au maximum, même si aujourd'hui, ça demande aussi des éducateurs diplômés, donc rémunérés. C'est ce qui a changé un peu, mais ça a changé dans tous les clubs, ça. C'est vrai c'est le social pour le social. Il y a un aspect maintenant financier qui rentre dans les clubs. C'est vrai que c'est pas à négliger. Frileuse, un club, on peut le dire, qui a sorti pas mal de joueurs, mine de rien. Joueurs professionnels. Ça aussi, c'est la récompense d'un travail quand on est éducateur. C'est la plus belle des récompenses. C'est clair. Les premières personnes que je connais au club qui sont sorties du club, c'est les Thierry Sexamar. Ça vous peut-être pas, vous les jeunes, ça vous parle peut-être pas. Il y a eu, comment il s'appelait déjà, le fils à... Ah, il y en a eu beaucoup. Enfin, Ticani, ouais, il y a eu aussi... ouais, Chiller, voilà. François Chiller. On a eu aussi des joueurs un peu plus récents pour les nouvelles générations qui nous suivent. On va parler de Souleymane Diawara, le petit frère. On en a eu pas mal d'autres. On a eu Julien Faubert, Mamadou Niang, Olivier Davidas qui est passé aussi par chez vous, Steve Ambry, Gaël Angoula. On en oublie peut-être quelques-uns, mais ça montre à quel point Frileuse est ancré depuis longtemps et a des résultats de par son travail au sein du club. 95 ans d'existence, c'est énorme. C'est un club de quartier, tu parlais de social tout de suite. 96 ans même, parce que dans 4 ans ça va être un siècle. 96 ans. Ouais, 96. Selon le mois de naissance, on ne sait pas, on n'était pas là. on n'était pas là, mais... Dans 4 ans, il y aura un siècle d'existence, dans 4 ans exactement. C'est ça. Et ça a toujours été au stade Maurice Poré? Oui. Toujours. C'est un sujet qu'on va également aborder, le stade. On a vu un petit peu l'été dernier au niveau de l'actualité, c'est passé un petit peu partout, les difficultés que le club a pu rencontrer à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut échanger sur ce sujet, qui veut nous expliquer un petit peu de l'intérieur ce qui est vécu et les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce niveau-là? Moi je veux bien. Vas-y. En fait, ce qui est dommageable, c'est que déjà on a connu le stade Poré bien avant ça, au tout départ avec des cabanons qui étaient le long du collège, tu vois. Ça a bien évolué, maintenant les vestiaires sont dans les pavillons. Après, ce qui est dommageable, c'est que le stade il a été fait en synthétique. Déjà, il a fallu se battre pour qu'il soit aux normes à l'époque, parce qu'il ne faisait pas aux normes. Il y a nos jeunes qui auraient pu jouer dessus en district, mais en ligue, ça passait pas. Donc il a fallu se battre déjà pour l'avoir aux normes. On a réussi à avoir gain de cause. Et puis en fait, c'est des stades synthétiques qui doivent être entretenus plus régulièrement que ça, et malheureusement... comme certainement la problématique des embauches à la ville, c'est un autre problème. Ça se fait pas aussi régulièrement que ça doit l'être.
Donc forcément, nous en plus on est dans un quartier où les jeunes viennent jouer sur le stade. C'est un stade qui est ouvert. Qui est ouvert, on ne peut pas le refuser, hein, ça, on a tous fait pareil, et puis heureusement d'ailleurs. Donc voilà, ça demande plus d'entretien qui n'est pas fait, et aujourd'hui, ça serait bien qu'il soit refait. Mais aussi, ce qu'on a mal compris, c'est que tu as vu sur Applemont, en fait, ils ont refait toute la zone pavillonnaire, là. Et depuis longtemps, on leur avait dit, en fait, vous mettez un petit bout en plus, vous enlevez 3 pavillons, vous mettez un petit bout en plus avec un petit terrain qui va bien. Parce que le terrain, il sert aussi au collège. Donc, il servira au collège, aux jeunes du quartier. Ça nous faisait un petit terrain en plus d'entraînement, tu vois. En fait, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et le président, il s'est battu à la ville, accompagné des membres du bureau, mais c'est dommage qu'ils n'entendent pas ça, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est... on n'a pas de réponse favorable par rapport à un nouveau terrain possible. Ah non, ça sera, je pense, là, il va être, logiquement, ça a été reporté encore, mais il devrait être refait cette année, le synthétique par lui-même. Mais ouais, il parle d'agrandir un petit peu les dimensions. C'est ça. Un tout petit peu. Alors pas d'autres terrains, mais tu vois, ils vont agrandir sur la rue un petit peu. Mais bon, ouais, moi je trouve qu'il y avait mieux à faire. Mais bon, c'est déjà pas mal si déjà ils nous le font parce que... Il y a une petite avancée quand même. Voilà, tout n'est pas noir. Non, tout n'est pas noir. Non, logiquement, c'est prévu pour mai 2026. Si tout va bien, c'est les engagements qu'ils ont dit, si c'est respecté, normalement c'est pour mai 2015 pour les travaux. Tout n'est pas noir, mais je te reprends là-dessus. Ce qui est dommage, c'est que c'est un combat permanent. Alors qu'en fait, c'est pour les jeunes du quartier, c'est pour ces installations-là sportives. Je sais pas, ils devraient un petit peu plus s'y pencher, quoi. Je pense. En général, hein, pas forcément que pour Freileuse. En général. On a cru, alors moi j'ai pas cru entendre, mais j'ai lu qu'il y avait, si les travaux n'étaient pas forcément réalisés, il y avait une possibilité de fermer le club. C'est ce qu'on a lu à travers l'article qui est paru dans la presse régionale. Effectivement, ouais. Moi, je suis un peu plus au courant puisque c'est mon frère le président. Oui, il voulait, et on fait une réunion avec le monde du bureau, oui, arrêter le club et fermer le club parce que c'est trop de, comme je te dis, de bataille. Et on n'a pas que ça à faire, quoi. L'idéal, c'est de prendre notre temps pour s'occuper des jeunes. On est sur combien de licenciés au club? Approximativement 450. Ouais, entre 450 et 500 licenciés. Donc ce serait 450 personnes qui se retrouveraient sans club. Voilà. 450, on peut dire que Freileuse est un réel acteur social dans le quartier. Ouais, je pense. C'est pas se tromper que de dire ça. Vous avez plusieurs équipes, U13, ça commence chez les plus petits évidemment, l'école de foot, U13, U15, U18, seniors. Est-ce que c'est une inquiétude aussi chez les joueurs? Est-ce que c'est des échanges que vous pouvez avoir avec eux? Est-ce qu'on ressent une inquiétude chez les joueurs? Parce que j'imagine que pour certains qui ont passé plusieurs années au club, qui ont une réelle identité du club, tu parlais de club familial tout à l'heure, c'est pas toujours simple de devoir quitter sa famille, surtout quand on n'a pas le choix de faire autrement. De ce côté-là, je dirais plus les anciens, oui, ça leur fera un peu de mal au cœur. Mais la nouvelle génération, pour moi, non, parce que c'est des consommateurs. Ils viennent consommer, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Quand ils n'ont plus envie, ils vont aller voir ailleurs. Mais pour les anciens, ouais, comme moi, comme Bilout, comme Thierry, comme Titi Blondel qui était là, comme Laurent Avio, les anciens, oui, comme Kevin qui est encore au club, il y a des gens qui sont vraiment impliqués au club, oui, ça leur a fait mal, mais pour moi, la nouvelle génération de joueurs de foot, que ce soit là, c'est les consommateurs. Et en termes si c'est pas Freileuse, ce sera ailleurs. Après, il y a une autre difficulté, en fait. Au-delà de... Alors, heureusement, on n'est pas allé jusqu'à la fermeture, parce que malgré tout... Même s'ils iraient ailleurs, je pense que les jeunes, quand même, ils sont contents d'avoir leur terrain et leur club. Mais la difficulté d'avoir qu'un terrain, tu viens de le dire, on a des équipes dans toutes catégories et plusieurs équipes. On a 17 ou 18 équipes au sein du club. T'imagines bien que pour les créneaux d'entraînement... C'était ma question à venir, tu m'as un petit peu devancé. Non, mais il n'y a pas de souci, tu m'as un peu devancé, mais tu vois, c'est très intéressant. Comment on arrive à organiser tout ça sur un seul et unique terrain, qui en plus n'est pas forcément dans de très très bonnes conditions? Comment on arrive? Ça doit être, on doit jongler. C'est un gros planning qui a été fait, même à l'époque, il était là, hein, on avait travaillé, trouvé des solutions. Moi, disons que j'ai foutu un peu le bordel quand je suis revenu de Grand-Manchon. C'est quand je suis revenu de Grand-Manchon, j'avais remarqué qu'à l'école de foot, les gamins, tout ça, il y avait qu'un entraînement par semaine. Et puis j'avais dit à Thierry, je dis qu'à un moment donné, si on veut faire progresser, il faut qu'on ait minimisé sur 2 entraînements par semaine. Donc c'est là qu'on a fait un planning, on disait, bon, les gamins, ils finissent l'école à 16h30, pourquoi pas démarrer des séances d'entraînement à 17h, 18h30 pour les gamins, tout ce qui est
c'est plus U11, U10, U11, tout ça. Et puis à l'école de foot, malheureusement pour les U6 jusqu'à U9, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Malgré qu'on arrive à avoir des créneaux en salle et puis qui permet d'avoir 2 entraînements aussi en salle. Le deuxième entraînement qui puisse alterner une phase de jeu en salle, quoi. Donc voilà. Mais c'est un gros travail au niveau de planning qu'on a fait avec Dudu, tout ça, qui à l'époque était là aussi, qui représentait, qui n'est plus là. Donc on a vraiment réfléchi à comment faire pour qu'on puisse avoir au moins un minimum de 2 entraînements dans la semaine, quoi. Et c'était parti de là, quoi. Sinon on s'est dit, il faut qu'on démarre, dès qu'ils finissent l'école, qu'ils viennent à 17h, première séance, de 17h jusqu'à 18h30, voire 19h, et puis derrière on enchaîne avec les U18 et les seniors. Malheureusement on n'avait pas le choix, quoi. C'est une grosse logistique. Ouais, c'est ça. Et encore c'est parce que on est à Frileuse. C'est que bon là, si on les écoutait, il y avait les possibilités d'aller s'entraîner ailleurs, mais bon, il fallait passer à Frileuse, reprendre les ballons, prendre les matériels, repartir. Donc voilà, c'était un peu très très compliqué. Mais malgré ça, quand il y a des gens qui ont de la volonté, on peut toujours y arriver, quoi. Donc c'est ça qui a fait la force, c'est que il y avait des gens qui avaient envie de le faire, qui avaient la volonté de le faire, et puis c'est grâce à ça. S'il n'y avait pas cette force de bénévolat qu'il y avait à l'époque, on n'aurait jamais pu le faire. D'accord. Et en termes de personnes identifiées au club, j'imagine qu'il y a des bénévoles également. Il y a des personnes sous contrat. Alors je ne sais pas sous quel type de contrat. On voit un peu plusieurs types de contrats aujourd'hui au niveau des clubs. On a les contrats aidés. Ça représente combien de personnes au niveau de l'encadrement? Vous avez pas mal de bénévoles? Oui. Ouais. On a encore heureusement pas mal de bénévoles, parce qu'il faut les deux en fait, aujourd'hui. Si tu veux bien bosser, il faut les deux. Le plus dur, c'est de ne pas perdre trop de bénévoles. C'est pour ça qu'il faut garder l'esprit familial pour conserver ces gens-là, qui ont juste l'attrait du plaisir, et rien d'autre, quoi. Après, ouais, au niveau de la répartition, je dirais entre les contrats civiques, contrats adultes, BPGEPS... c'est le contrat civique, il y a 4 contrats civiques. Il y a 2 contrats adultes relais qu'on appelle ça. Et entre ceux qui sont aussi les formations qu'on fait avec certains jeunes qui sont passés le BPGEPS, il y a 2 BPGEPS. Donc quand tu regardes, ça fait une dizaine d'éducateurs, qu'on va dire, salariés. Voilà, la chance qu'on a aujourd'hui aussi, c'est que ces aides de l'État qui nous aident aussi, sinon on sera en difficulté. Donc après c'est un peu dommage, c'est des fois que une fois qu'ils ont fini leur formation, qu'on a du mal à les garder. C'est ça le plus truc, c'est ça qui est le plus difficile, quoi. Mais sinon... On a du mal à les garder par ambition personnelle, c'est-à-dire que peut-être qu'on a... Je sais pas, c'est une spéculation de ma part, mais est-ce que une fois qu'on obtient un diplôme, on se dit, on va essayer d'aller briguer des divisions supérieures. Aujourd'hui, votre équipe première, elle est en Régional 3, c'est ça? Oui. Vos équipes de jeunes, c'est au niveau régional aussi, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est une des raisons qui font qu'ils partent ou il y a d'autres raisons? Les éducateurs. Les éducateurs, oui. Ils partent aujourd'hui parce que l'aspect financier, faut pas se cacher la face, c'est l'aspect financier aujourd'hui. Comme je disais, que ce soit joueur, que ce soit éducateur, donc à part... il y en a par reconnaissance au club, ils arrivent à rester au club, et après ils vont voir un petit peu ailleurs, ça c'est logique, c'est qu'on je comprends bien, mais c'est avant tout les nouveaux qui restent, qui restent au bout d'un an, une fois qu'ils ont leur formation, dès qu'on n'a pas d'assez financier à leur proposer, qu'ils vont ailleurs, c'est un peu dommage, parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance. De dire, écoute, voilà, le club m'a payé mon diplôme, est-ce que je peux rester 1 an ou 2 ans bénévole? Même pas, ils ont des trucs aussitôt, donc ils se partent ailleurs, quoi, donc c'est ça. C'est à la fois dommage et compréhensible. Oui, c'est compréhensible, non, mais j'en vois pas. Le mec qui n'a pas la chance d'avoir un bon taf à côté. Moi, tu vois, je ne le pas toujours, mais j'ai eu la chance d'avoir un taf depuis longtemps, donc tu vois, c'est pas... Par contre, le gars qui n'a pas la chance et qui, par le biais du social, peut prendre un billet puis qui n'a pas de taf à côté, ça s'entend que il va au mieux. Donc c'est difficile et ça s'entend aussi que le club puisse pas le retenir parce qu'on a nos limites financières. Ça c'est clair que... Ah non, mais moi je les en parce qu'au nombre de licenciés, excuse-moi, c'est la subvention, les choses à faire vivre, l'arbitrage, je ne vais pas te faire tout le bilan financier, mais tu peux... Est-ce qu'on arrive à vivre des subventions? Est-ce qu'un club amateur aujourd'hui, il arrive à vivre des subventions? Impossible. Si tu n'as pas de trade à côté, c'est impossible. Il faut des choses à côté. Sinon, nous on fait des manifestations à côté. Il y a beaucoup de bénévoles, d'ailleurs, on en parle peu parce que c'est moins sur l'aspect sportif, mais qui sont dans le comité des fêtes, qu'on appelle ça, et qui organisent des concours de manie, de pétanque, de tout ce que tu veux bien, et tout ça, ça ramène un bon billet au club.
Et ça sert à faire vivre le club, à amener les jeunes en tournoi, à tout ce que tu peux pas faire, le petit plus que tu peux pas faire si tu as que ta subvention, tu es très 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 limité. Hein. D'accord. Et comment on fait? Moi, j'ai une question. Après, je connais bien le club, je vais pas en parler, mais comment on fait pour se renouveler tous les ans? Parce que là, avec tout ce que Totof il a dit, ça a l'air très épuisant. En tant que bénévole, encore plus. Comment on fait pour se renouveler tous les ans et de rester encore et avoir cette force d'amener le club vers le haut toujours? Pour moi, je pense que c'est la passion. Si tu n'es pas passionné, tu ne tiens pas. Les gens qui sont là actuellement, c'est des gens qui sont passionnés. Si tu n'es pas passionné, c'est compliqué. Ouais, c'est la passion, parce que comme tu dis, par contre, il est vrai que moi le premier, comme beaucoup d'autres, je pense, tu as des moments où tu es fatigué quand Tu es même. fatigué. Mais ce qui fatigue le plus, alors comme on disait, c'est l'aspect tout le temps se battre pour les subventions ou pour faire des tournois à côté pour amener un peu l'argent. Mais on parlait aussi de la nouvelle génération qui aujourd'hui, attention, hein, elle est très très gentille, parce qu'il n'y a aucun souci avec les jeunes, mais comme on dit, aujourd'hui ils sont un peu plus consommateurs. Et quand toi tu t'investis bénévolement au max, quitte à laisser un peu ta famille de côté et qu'en face de toi tu sens bien que ils sont là sans l'être vraiment tout le temps, pas tous, hein. Heureusement qu'il y a une bonne partie. C'est ces gens-là d'ailleurs qui te font rester. Il y a 60-70% des gens qui sont quand même investis. Mais... Donc c'est comme disait Abou, c'est toutes ces petites choses-là qui sont fatigantes. Après la passion elle prend le dessus. T'as un coup de fatigue l'été, tu te reboostes et puis c'est reparti. Est-ce que parfois, alors c'est une question qu'on va sûrement reposer à d'autres, mais il est important de vous la poser. Est-ce que parfois, c'est pas aussi les parents qui sont plus fatigants que les enfants? Ça en fait Parce partie. que l'effet, comme je dis toujours, l'effet Mbappé, ça aide pas non plus. Hein. Ça aide pas non plus. Le syndrome Mbappé? Ah mais moi j'ai des parents qui me disent ouais vous machin, qui critiquent les éducateurs, qui fait ci, ouais les machins. J'ai dit qu'à un moment donné, je leur remets à leur place. Je dis écoute, là j'ai tout que nous t'as de la chance déjà que t'as des bénévoles qui viennent s'occuper de. Bon je parle pas des éducateurs, je les mets à part. Mais quand même on a quand même des dirigeants qui sont bénévoles, qui accompagnent également le week-end. J'ai dit t'as la chance. T'as un parent qui est parent d'un enfant comme ton fils qui est au club, qui s'occupe de ton fils, qui vient le mercredi à l'entraînement, qui l'accompagne le week-end. La seule chose que tu as à faire, c'est de venir me critiquer ce monsieur-là. Eh bien, écoute, si ça ne te convient pas son façon de travailler, tu es contre ton enfant, tu le mets ailleurs. Tu le mets ailleurs. C'est parce qu'aujourd'hui, ouais, mon fils, pourquoi il joue derrière? Mon fils, pourquoi il joue dans les buts? Mon fils, pourquoi il joue attaquant, défenseur, machin? Ils veulent que tous que les enfants jouent attaquant. Alors que le truc, voilà, c'est ça. Tu vois. Et c'est fatigant. Ça use les éducateurs, ça use les dirigeants, et c'est ça qui est fatigant, quoi. Et j'entends même des rumeurs, même le pire encore, bon nous ça va encore, le pire encore c'est la région parisienne. Quand j'entends des éducateurs qui sont tabassés, qui sont montés par les parents, qui disent on va où? Et on le voit de plus en plus. Ouais, La violence, elle est rentrée même à l'intérieur des stades. Et elle n'est plus, c'est plus cette violence qu'on pouvait avoir parfois de l'adversaire. Quand j'entends de l'adversaire, voilà, c'est aussi des supporters et autres. Maintenant, au sein même des clubs, et parfois pour des personnes qui sont là depuis longtemps, on ne sait pas pourquoi. Alors tu parlais du projet Mbappé, on peut modifier peut-être cette dénomination et parler de réussite professionnelle. Ça génère et ça engendre de la violence. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en capacité de nous dire, un bénévole, c'est combien de temps de travail? Parce que je pense que les parents aussi, ils ont besoin de l'entendre. On ne vient pas juste à un entraînement et on repart, ça ne dure pas juste 2 heures. Sur une semaine, est-ce qu'on peut quantifier le travail d'un bénévole? Moi, je te dirais, ouais, entre les 2 séances de 2 heures, le match de 2 heures, ça c'est les 6 heures, mais sauf qu'à côté, comme tu viens de dire, il y a les moments que tu passes au téléphone, parce qu'on en passe beaucoup, énormément. Ouais, je sais pas, moi, t'es peut-être au double. Une quinzaine d'heures. Ouais, voilà, une petite quinzaine d'heures, la tête dans le ballon, on va dire. Parce que voilà, quand t'es la tête dans le ballon, même chez toi, t'y penses, et t'es pas avec la famille, t'es la tête dans le ballon. Après, on reste à dire, attention, on est passionné, hein, donc c'est pas que du négatif, hein, c'est positif. Mais ça prend du temps. Je pense que toi, ça fait 50 ans que tu es à Frileuse, Salif une quarantaine d'années. Je pense que si on n'est pas passionné, on ne peut pas rester autant de temps. C'est impossible. Et est-ce qu'à un moment donné, on a ce petit moment de doute où on se dit, ça y est, je pars du stade et j'y reviens plus? Est-ce que ça vous arrive de temps en temps? Alors,
la passion reprend toujours le dessus, mais est-ce que ça vous arrive de temps en temps de se dire, ça y est, là je peux plus, suite à un événement quelconque? Ouais, ça peut arriver de clasher. Bon, après, ça arrive dans toute situation, mais notamment, oui, dans le domaine du sport, quand tu clashes avec quelqu'un avec qui tu t'entends très bien, et puis la fatigue étant que c'est ce moment-là qui peut te faire clasher. Mais très vite, en fait, tu reviens à la raison et à la passion. Puis, moi, c'est, ouais, voilà, on y revient, quoi. Et est-ce qu'en interne aussi, parfois, il y a, j'imagine, tu parles de difficultés depuis tout à l'heure, d'épuisement parfois, est-ce que ça amène parfois à créer des clashs en interne? Même si on peut faire partie de la même famille avec son propre frère, est-ce que ça arrive parfois de temps en temps sur des désaccords et comment on les gère surtout? Bah, je dirais, tu viens de le dire, clasher non, mais des désaccords, oui, il y en a. Et heureusement, j'ai envie de te dire, pour avancer, il en faut un peu des fois. Et oui, il y en a, on en discute, on en parle, et puis on essaye de trouver tous ensemble, hein, pas que les frères, hein, tous les membres du bureau, les éducateurs, on essaye de trouver une ligne commune en fait, une ligne directrice. Mais oui, c'est jamais évident on a tous nos avis, nos difficultés. Comme on dit, il n'y a jamais de couple parfait. Non, il n'y a jamais de couple parfait. Et c'est aussi pour ça qu'on a un capitaine dans le bateau. Ouais, exactement. Parce que quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, il faut bien que quelqu'un puisse trancher. On a pu voir Thierry à travers Thierry Hervieux, donc qui est président du club, à travers la petite vidéo tout à l'heure qu'on a diffusée. Il est comment le président Thierry? Parce que lui aussi, il a passé moi, quasiment... pour être objectif, c'est mon Thierry, moi je peux en parler. Thierry, c'est que moi je connais depuis... j'avais 17 ans quand j'ai connu Thierry, donc c'est quelqu'un je peux parler. Thierry, c'est quelqu'un qui est très passionné de son club. Il aime son club. C'est quelqu'un qui donne sa vie au club. Il passe plus de temps au club que personne d'autre. Je ne sais pas, un président de club passe autant de temps dans son club. Thierry, des fois, il est club du lundi jusqu'au vendredi. Il est ce qu'il est, il a sa caractère. Des fois, bon, on peut se prendre la tête, on peut discuter, mais ça se passe. Mais il est passionné. C'est un mec qui est amoureux de son club. Il fait tout pour son club. Et donc, ce mec-là, j'ai énormément de respect pour lui, parce que moi, déjà, j'ai énormément de respect pour ce monsieur-là. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur-là, quand même, parce que voilà, j'ai pas pour des trucs. Et puis, c'est qu'il m'a confié la première des Frileuses la première fois, j'avais 25 ans, en 95. Donc, j'avais 25 ans, imagine. J'étais le plus jeune entraîneur de la région. Tu as dirigé la première de Frileuses qui était en quelle division? La DHR. À l'époque, on disait DHR, c'est qui est R2 maintenant. R2. Voilà. À 25 ans. À 25 ans. Donc c'est monsieur-là, c'est pour ça que je dis je dois beaucoup. Et donc des fois je pense que même lui il a envie de lâcher, mais il lâche pas parce qu'il aime son cœur. Et ça, franchement, c'est pour ça que je tiens mon chapeau, parce que ce qu'il fait, franchement, j'ai connu des clubs, je sais ce qui se passait des fois dans d'autres clubs. Je ne veux pas que quelqu'un passe autant de temps qu'il passe dans son club. Il nous a partagé quelque chose, Thierry. Moi, j'ai eu la chance d'être là quand il a fait son petite interview. Et il y a quelque chose qu'il a partagé qui est très fort en termes de valeur, où il a dit que lui, ce qui l'anime encore aujourd'hui en tant que président, c'est que c'est ces anciens joueurs, là, ces jeunes joueurs qui étaient joueurs, en grandissant, qui deviennent les coachs. Et ça, c'est quelque chose de fort. Moi, je le sais, je connais Frileuse. Mais ça existe toujours encore ou pas, Frileuse? Que c'est les joueurs qui deviennent éducateurs. C'est arrivé à toi, Salif, c'est arrivé à toi, Bilout, ça m'est arrivé à moi aussi. La preuve, puisque toi, tu as fait partie de mes joueurs, et ensuite tu es passé éducateur, mes neveux aussi. Enfin, pour ma part, à moi, j'ai connu beaucoup de jeunes en tant que joueurs qui sont passés aujourd'hui éducateurs. Alric, il en fait partie. On a connu un petit peu moins parce qu'il est arrivé sur le terrain, mais non, on a encore justement ce petit relais de valeur, parce qu'on parle des anciens, mais il y a beaucoup de jeunes qui les ont aussi. Hein. Des jeunes qui sont un peu plus consommateurs, mais il y en a qui sont aussi passionnés et qui ont des vraies valeurs. C'est pour ça qu'on continue ensemble. Mais voilà, ce petit relais-là, il est méga important en fait. Quand tu vois ça, tu te dis, excuse-moi Salif, tu te dis, bah, c'est bon, on n'est pas tout seul, on continue tous dans le même bateau, quoi. Voilà. Il est important, mais je trouve qu'il y en a de moins en moins quand même. C'est de plus en plus difficile. Mais pour l'animer, je pense que notre aspect justement social et familial qu'il faut à tout prix conserver, et surtout pas se diviser, même si j'espère que ça durera le plus longtemps possible, c'est cet aspect-là qui fait que, quitte à faire éducateur, bah, autant faire éducateur là où tu as joué,
avec les gens que tu connais, et voilà. C'est Même aussi si- ça qui fait que peut-être il y a 95 ans d'existence aussi à Frileuse. Également, Parce que ouais. Frileuse, à part le hack, il n'y a personne qui a duré aussi longtemps dans le temps. Hein. Ah ouais, tu vois, je savais Et même puis, pas en termes de... Ouais, tu vois, 11e club créé en Normandie. Et aujourd'hui, à part le hack, il n'y a que Frileuse qui est resté depuis toutes ces années. Ah ouais, non, c'est pour ça que ça... Je pense que- 1929, c'est impressionnant. Ah, c'est bien. C'est très impressionnant. Vous, de votre expérience personnelle, si on peut ressortir un moment, le moment pour vous voilà, si on vous demande d'en ressortir un, c'est lequel? Pour toi, Stéphane, c'est lequel? Alors j'imagine qu'il Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, mais vraiment, voilà. Le plus valorisant, ça a été de m'occuper d'une équipe, d'une génération, une très bonne génération. J'en ai eu beaucoup de bonnes générations. J'ai eu celle d'Aou, et j'en ai eu une très grosse, la génération 94, avec laquelle on a pu participer au championnat national, 14 ans et 17 ans. Après d'ailleurs, ils sont montés en 19 NAS, où il y avait une grosse génération, où tous les week-ends on s'éclatait ensemble, on prenait du plaisir à un niveau... Parce que quand tu touches la nationale, moi j'avais jamais touché en tant que joueur, j'étais pas assez bon, mais je l'ai touché en tant qu'éducateur, et même au niveau des jeunes, c'est un bon moment. Est-ce que qui me reste gravé. justement, tu dis que toi, t'as pas réussi à toucher ça au niveau en tant que joueur? Il avait les pieds carrés, donc c'est Il bon. avait les... on est parti, on va Par contre, sortir, pour- on va sortir les dossiers. Par contre, pour faire des tacles à la hauteur de la gorge, c'était le premier. par contre. Le boucher de frileuse. Voilà. Mais justement, est-ce que Alors, alors, vrai ça. soit on a les qualités intrinsèques ou pas, mais il n'y a pas que les qualités. Est-ce qu'on arrive justement, quand toi, tu n'as pas réussi à toucher à un certain niveau, est-ce qu'on est d'autant plus en capacité de pouvoir transmettre ça à des jeunes joueurs en leur disant, voilà, peut-être qu'il faut apporter plus sur certains aspects. Est-ce que toi, ça t'a permis d'avancer plus facilement avec les jeunes? Oui, moi oui. Après, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais oui, moi oui. Mais déjà Fort de ton en tant que expérience. joueur, j'avais déjà une analyse, et comme dit Salif, j'étais pas un très bon joueur, mais j'avais l'analyse de me remettre en question tout le temps. Et quand tu l'as, en fait, j'ai réussi à l'inculquer aux joueurs pour travailler sur leurs défauts et continuer à faire bosser leurs qualités. Mais voilà, c'était, ouais, j'ai toujours aimé ça en fait. J'ai toujours aimé transmettre ce que moi j'ai pas pu faire en fait. Et Salif, toi, ton moment à Frileuse? Moi, je dirais la montée en DH. C'était quand je suis revenu au club en 2007, j'avais fait une promesse à Laurent. J'ai dit, écoute, je me donne 3 ans pour monter en DH. Et Laurent me dit, il m'a regardé, il rigole, j'ai dit, écoute, tu verras. J'avais la chance, je suis arrivé en 2007, j'étais arrivé je suis arrivé au club d'une super génération. Une génération à vous, là, 87, 86, là. Il y avait une super, il fallait juste leur rentrer un peu dedans pour essayer d'atteindre les objectifs. Après, voilà, et c'était le moment où ça va parce que j'ai vu des gens émus, des anciens qui étaient là, monsieur, comment il s'appelle, Monsieur Colbock. Colbock, tout ça qui était là, que je les ai bien là, parce que pour eux, ils ne pensaient pas avoir un jour Frileuse en DH, quoi. Ancien président. Les anciens présidents, les anciens historiques qui sont décédés, qui étaient là à ce moment-là, qui ont vu ça, qui étaient heureux, ils ont dit, écoute, franchement. Et quand je les ai mis, qui m'ont dit Salif, merci, voilà, on n'aurait jamais cru voir ça un jour. Frileuse en DH, quoi. Tu l'avais dit à Laurent, mais Laurent, à mon frère. Ouais, Laurent, ouais. Laurent Etienne. Et j'ai pas mis 3 ans, j'ai mis 4 ans parce que logiquement, quand j'ai dit à Thierry que je revenais au club, on était censé être en DHR, bon, comme dit on va dire régional, mais R2 maintenant. Et malheureusement, il y a eu un malentendu avec Bolbec qui était censé être rétrogradé au niveau administratif parce qu'ils avaient des trucs. Et Frileuse, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient renforcé un petit peu la réserve pour essayer de sauver la réserve. Et finalement, et quand Bolbec a gagné son appel, du coup, on s'est retrouvé en PH, un R3 actuellement, comme on appelle ça R3. Et puis bon, on a perdu une année comme ça, mais bon, voilà. Après, l'objectif, c'était juste d'arriver quand même. L'objectif final a été atteint. Voilà. Tu as pu voir des visages heureux voilà, et souriants. Ça m'a vraiment fait, voilà. Et même moi, tout le monde était ému ce jour-là. Et puis voilà, c'était le moment plus fort pour moi au club que j'ai vraiment connu. Aujourd'hui, vous êtes toujours à Frileuse. Vous avez chacun un rôle. Quel est votre rôle aujourd'hui à Frileuse? Moi, je suis éducateur senior, plutôt sur la B. Même si cette année, je vais faire un peu les deux, parce qu'il y a la chance d'avoir 2 éducateurs en B et 2 éducateurs en A, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc moi, je vais faire un petit peu le tampon entre les deux, on va dire. Mais là, en début de saison, je suis plus sur la B. Et Salif, pour toi?
Ben moi, je dirais plus responsable des éducateurs. Parce que les mots, quand ils disent directeur sportif ou entraîneur, machin, non, j'aime pas. C'est parce que des sportifs, c'est un salarié à temps plein. Moi, je suis pas un salarié à temps plein, je mon travail à côté. Et voilà, je dirais plus responsable des éducateurs. On essaie de remettre des choses en place au niveau des éducateurs, d'essayer de travailler en travaillant commun avec. On essaie de mettre des réunions une fois par temps, cette année, on va essayer de mettre des réunions une fois par mois pour essayer que tout soit cohérent, qu'on sache, nous les éducateurs, et que les dirigeants aussi sachent ce que les éducateurs font sur le terrain. Et que les éducateurs aussi sachent ce que les dirigeants font. Donc l'idée, c'est ça qu'on essaie de remettre un lien entre. Cet lien-là, je l'ai trouvé un petit peu perdu, mais on essaie de remettre ça ensemble. C'est important qu'il y ait un échange entre les éducateurs et puis les dirigeants, quoi. Donc, et je m'occupe en même temps des I18 de chez nous, avec le petit jeune la Promise qui passe son diplôme en même temps, donc je l'accompagne aussi dans ce cas-là. Donc celui qui mène plus les entraînements, puis moi je suis à côté, je regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà exactement le rôle que j'ai actuellement au club. D'accord, ok. Tu vois, si je peux te reparler d'une anecdote moi qui m'a ému, tu parlais des moments forts. C'est pas plus tard qu'à la rentrée des classes, là, tu vois. À la rentrée des classes, je vais porter mon fils à l'école. Et je vois un jeune, les bras en l'air comme ça, que j'avais pas vu depuis un vrai moment, qui me dit au loin « Bilou ». Et c'était un petit de la génération 94, Hamidou Keïta, pour pas le nommer, le frère de Capo, là, qui joue maintenant en Azerbaïdjan. Et il rentre de temps en temps en France, et il était là le jour de la rentrée parce qu'il mettait sa fille. Et tu vois, c'est un gamin que j'avais eu pendant quelques années, qui a réussi à sortir. Voilà, ça fait énormément plaisir. Puis quand il te prend dans les bras, bah, tu te dis on fait un truc bien en fait. Hamidou qui n'a pas le parcours le plus simple, mais qui a réussi à atteindre d'énormes objectifs. Hein. On l'a quand même vu jouer contre. À titre personnel, j'y suis parti, donc je peux un peu en parler. On l'a vu jouer contre des grosses équipes en Europa League, notamment Leverkusen, des joueurs Leverkusen qui a pris cher hein, à l'intersaison. On a vu Weird, c'est l'ensemble des joueurs partir, mais est-ce que ça aussi c'est une fierté quand on est derrière sa télé et qu'on voit des jeunes qu'on a accompagnés durant toute la jeunesse? Bah pour ma part, en fait, je pense que Salif, on va tous être un peu pareil, vous aussi. Enfin, voilà, quand tu vois un gamin que tu as éduqué pendant un certain moment à la télé, bah même moi, quand je voyais Soulé, avec qui j'avais un petit peu joué, parce que comme j'avais les pieds carrés, j'étais plus semblé. Un petit peu joué, je le voyais à la télé, Soulé. On n'a pas parlé de son frère Djibril avant, avec qui... Grand précurseur du football au Havre. Voilà, tous ces joueurs-là, tu les vois à la téloche, c'est une fierté énorme, tu es content pour eux. Et même quand c'est des gamins pas forcément frileuses, de coqueries, des jeunes qu'on connaît, ça fait partie de l'amour du football. Coquerie frileuse, pour le coup, c'est pas très très loin. Voilà. Merci les gars. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir échangé avec nous. On n'a pas été trop dur, je pense. Est-ce que vous voulez conclure? Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Et comment on envisage la suite? On vous laisse et on va clôturer là-dessus. Vas-y, c'est bon, rien de particulier. Donc c'était pour une première, c'est très bien. J'espère pour vous que vous aurez beaucoup de réussite. Voilà, c'est bien d'avoir des jeunes de Côte-d'Azur grandir dans le quartier, qui prennent des initiatives, qui montent des projets pour essayer de parler du football amateur, surtout du football havrais. C'est important que les gens qui vont voir cette émission-là, entendre aussi ce qui se passe dans les clubs amateurs. Et c'est important que vous mettez cette initiative-là. C'est une très très bonne initiative. Quand tu m'en avais parlé aussi, c'est mon chef au travail, quoi. Donc voilà, j'ai dit, la première chose, j'ai dit, ouais, c'est une très bonne initiative. Il faut que les gens ils voient que la réalité, ce qui se passe dans les clubs. Et c'est important, à travers ce que vous faites là, que les gens ils fassent que, la première chose que j'ai dit, qu'ils fichent la paix aux éducateurs, qu'ils laissent bosser. C'est ça le plus important. C'était l'objectif, hein, à vous? Bien sûr. L'objectif, voilà, ça a été aussi de voir un petit peu ce qui se passe derrière. Vous avez été les premiers. On vous remercie pour ça. Merci d'avoir pris le risque d'être les premiers. Et on espère que vous êtes les premiers d'une longue série. Merci à vous les gars et à très bientôt sur les terrains. Merci les gars. Merci. Après la partie infrastructure, présentation du club, on va passer au terrain et on va accueillir le coach de l'équipe première de Frileuse. Donc on passe tout de suite face au match.
Alors Alric, 30 ans, coach de l'équipe première. Alors mon parcours au club, il se fait en 2 parties. J'ai été il y a quelques années coach des U11, des U13, avant de partir dans d'autres clubs comme Saint-Romain, Olympiaco. Et je suis revenu il y a 4 ans au club, où j'ai eu les 18 R2, 18 R1. Et cette année, j'ai l'équipe senior. Alors après mon retour au club il y a 3 ans, j'ai coaché les U18 R2. On a fait la montée en R1 l'année d'après. Et en parallèle, j'ai passé ma formation BEF. L'année d'après, j'ai voulu prendre un peu de recul avec les U15, où j'ai plutôt été accompagnateur. Et là, cette année, j'ai voulu me remettre dedans. Donc, j'ai eu l'occasion de coacher l'équipe première. Donc, ça représente la vitrine du club. Donc, je suis très content de pouvoir coacher cette équipe-là cette année. Alors avec le groupe qui s'est renouvelé, on a eu plus d'une vingtaine de recrues par rapport à l'année dernière, donc vraiment un groupe nouveau. La préparation estivale, on l'a fait sur des équipes de niveau plus élevé, généralement que de la R2, sur des terrains en herbe parce qu'on va jouer beaucoup sur l'herbe cette année. Donc elle s'est plutôt bien passée. On a eu pas beaucoup de résultats positifs, mais dans le contenu c'était plutôt pas mal. Et ce qui nous a permis de bien démarrer en groupe et en championnat. Alors concernant le recrutement, comme moi j'étais encore joueur l'année dernière, il y a beaucoup qui ont suivi mon projet cette année. Et après j'ai fait le choix de reprendre un peu les joueurs que j'avais en catégorie jeune, 18, qui sont passés seniors maintenant. Même que j'ai eu dans tous mes autres clubs, il y en a beaucoup que j'ai recontactés qui ont suivi le projet. Donc c'est pour ça ce grand nombre de joueurs nouveaux qui ont voulu suivre mon projet. Généralement c'est que des anciens joueurs que j'ai eus dans mes autres clubs ou même ici en jeu. Un bilan plutôt très positif. Après on surfe un peu sur la nouveauté où tout le monde est content de se retrouver. Le fait qu'il y ait un nouveau staff, ça relance une dynamique intéressante. Après pour l'instant on n'a fait que des matchs à l'extérieur, on n'a pas encore joué à domicile. Donc franchement dans le jeu il y a encore du travail mais pour l'instant les résultats sont là. Alors pas de préparation particulière pour préparer ce derby dimanche, du fait que comme on gagne tous nos matchs pour l'instant, l'ambiance est plutôt bonne à l'entraînement, il y a beaucoup de présence. Après là, les prochaines semaines vont être intéressantes parce qu'on va vraiment commencer à jouer les grosses équipes de notre championnat, donc ça va nous permettre de nous juger aussi. Et là, il y aura le tirage aussi de Coupe de France ce soir, donc on espère que ça va être une bonne équipe et on va pouvoir se juger sur les prochains matchs. Un derby, ça joue surtout dans le mental. Après, on sait que ça sera une grosse équipe du championnat qu'on va jouer, donc ça va forcément jouer sur des détails aussi. Pour l'instant, les détails sont plutôt à notre avantage, mais on a encore beaucoup de travail parce que les buts qu'on prend, c'est des buts qu'on donne. On est très joueurs, on est très jeunes, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau tactique. Donc je pense que ce derby-là, il va être intéressant. Honnêtement, c'est un match comme un autre. Après, on va jouer dans un beau stade, avec une belle pelouse. Je pense que tout le monde va être motivé et je pense que ça va être un bon match pour tout le monde. Et ce que représente le club, c'est garder cette dynamique positive parce que de plus en plus de gens commencent à venir nous voir. Des gens du club qui venaient plus forcément voir la première. Donc là, on a recréé une nouvelle dynamique et il faut essayer de la garder le plus longtemps possible. Après la partie club, on va passer à la partie terrain. On a avec nous aujourd'hui Alric. Alric, salut, merci de nous rejoindre. Merci à vous de me recevoir. Avec plaisir. Coach de l'équipe première. C'est ça, tout nouveau coach de l'équipe première. Je prends la place à Abou pour la deuxième fois, parce que quand j'étais revenu, je prenais déjà ta place en 18. Ouais. Donc voilà. Jeune coach. Ouais, jeune coach, j'ai eu 30 ans là au mois de juillet. D'accord. J'ai encore des joueurs qui sont plus vieux que moi, donc
c'est un nouveau. Joueur l'année dernière encore. Ouais, encore. Une transition facile ou pas? Facile, oui et non, parce que dans le recrutement, j'ai beaucoup d'anciens joueurs que j'ai eu en jeune. Après, les joueurs que j'ai eu, avec qui j'ai joué, ils savent que j'ai un peu de crédibilité, mais je leur demande pas des choses que moi je faisais pas non plus, entre guillemets, on va dire. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien quoi, là-dessus. Un début de saison plutôt pas mal, plutôt réussi même, j'ai envie de dire, avec un gros derby ce week-end. Ouais, gros derby. Ouais. Ça à l'OHTN. Un match différent à aborder ou pas quand c'est un derby? Bah pas forcément. Après, j'ai jamais vécu un derby comme ça, parce que c'est vrai que tout était réuni pour faire un bon match, puisque la pelouse a été nickel. Les tribunes ils étaient remplies et le match, il y a eu une intensité sur les demi-temps. Il est passé super vite le match et donc tout s'est bien passé quoi. À part que un peu de regret sur le résultat quoi, mais il aurait pu être dans les deux sens. Quoi. C'est un match qui s'est terminé sur le score de 1 but partout. Ouais. Justement, comment tu l'as vécu toi ce match nul? Je l'ai vécu sur le banc, c'était assez dur parce que avec l'intensité, il y a eu des occasions des deux côtés, il y a eu beaucoup de faits de jeu, mais c'était un match plaisant à voir. Donc si je prends un peu de recul, le match nul il est logique. C'est pour ça que je dis un peu de regret parce qu'on a eu de grosses situations, mais eux de leur côté aussi. Donc en final c'était un vrai derby et ça s'est fini logiquement sur un match nul, je crois. Un match nul logique. Ouais. Il y a la Coupe de France aussi. La Coupe de France où vous avez été confronté lors du 3e tour à un adversaire assez coriace, d'une division inférieure, mais qui vous a poussé mine de rien jusqu'au pénalty. C'est pareil. La Coupe de France, on sait que c'est différent du championnat. C'est un peu, pour les plus petits clubs, la coupe de tous les espoirs. Comment on vit et comment on appréhende un match de ce type? Moi, je leur dis depuis le premier tour que c'est toujours les premiers tours les plus difficiles. Parce que on a joué une série matin, on a joué une R3, on a joué une D1. Et la motivation, c'est pas la même. Donc si on n'arrive pas à leur mettre un peu ça aux joueurs, que moi je leur dis depuis le début que c'est les premiers tours qui vont être le plus dur. Là, on est dans le confort, on joue une R1 qui descend de N3. Il y aura du monde, on est chez nous, la motivation, ils l'ont forcément. Que sur les premiers matchs, c'est les plus durs parce qu'on pense qu'on va le gagner individuellement ou sur juste les talents de l'un ou de l'autre. Et c'est généralement comme ça qu'on se trompe et qu'on perd, quoi. Donc sur ces matchs-là, je leur ai bien fait comprendre. Ils ont bien compris aussi, ils ont joué le jeu à fond. Et puis là, ça va être que du bonus, quoi. Que du bonus pour eux. Ça faisait longtemps que Frileuse, ils n'avaient pas connu le 4e tour de Coupe de France en plus. Je sais pas, je me rappelle plus. Moi, en tant que joueur, les 2 années, on a fait 2 tours ou 3 tours max. On avait des tirages plutôt défavorables. J'aurais été R2. Cette année, il y a un tirage un peu plus favorable, on va dire, mais il faut les gagner les matchs. Je crois que la dernière fois que Frileuse a fait un grand parcours, c'était dans les années 2010, où ils ont joué Dunkerque. J'étais encore là. Et l'objectif, c'est quoi? Tu t'es fixé un objectif en Coupe de France? Si je vais dans le sens que je dis depuis le début, je dis que ce match-là, on va le gagner, c'est sûr. Parce que moi, je voyais plutôt perdre sur les premiers tours-là, justement, contre des équipes de notre calibre ou inférieures, par sûrement de la suffisance ou des trucs comme ça. Mais je leur ai dit, dès que vous allez atteindre ce tour-là, en fait, tout va être pour nous, en fait. Donc on va le gagner, c'est sûr. C'est même pas qu'on peut le gagner, c'est vraiment on va le gagner. D'accord. On est face donc on a vu l'entrée d'équipes de N3, on a encore des équipes au niveau régional mais également au niveau district. Si j'entends un peu ton discours là, toi tu préfères aller tomber sur des grosses équipes en termes de division, je parle évidemment, vous êtes en R3 vous actuellement, tu préfères jouer une R1, une Nationale 3 qu'à une D1? Oui, parce que dans l'enjeu, déjà le premier enjeu, je sais que quand on est joueur, c'est les maillots. Mais moi, je leur dis depuis le début, c'est qu'il faut redonner au club la lumière qu'il mérite aussi. Parce que la Coupe de France, ça sert aussi à ça, à montrer aussi la vie des clubs. Ça permet de mettre en lumière ces choses-là. Donc plus on passe les tours, plus on parle de nous. Donc déjà, ça, c'était le premier truc important pour moi. Après, pour eux, forcément, c'est les maillots. Donc là, la première étape, elle est réussie. Mais si on gagne encore, ça sera un deuxième jeu de maillot. Et ainsi de suite, quoi. Donc pour moi, je savais que dès qu'on tomberait contre une grosse équipe, après, forcément, si ça commence à être National 2, ça devient très compliqué. Mais pour moi, la R1, ce sera du même niveau que nous. Et je pense qu'on va le gagner, je suis même sûr.
Tout est possible en Coupe de Ouais, France. c'est ça. On se refuse pas l'impossible. Je reviens un petit peu sur la question d'Abou juste avant. Est-ce qu'on se fixe un seuil minimum? Est-ce que à partir de quel moment tu serais satisfait toi en tant que coach? Et là on reste sur la Coupe de France pour le coup. 6e, 7e, 8e. Voilà, ça commence à être loin là. Mais en fait, il y a un entre-deux à avoir entre se dire qu'on a fait une bonne expérience, que ça amène des souvenirs à tout le monde, que tout le monde est content. Après, des fois, il y a le revers de la médaille quand on va trop loin en coupe aussi. Si on pense en tant que coach, bah tu délaisses un peu le championnat et puis des fois, c'est des choses que tu regrettes en fin de saison. Donc, un entre-deux, moi, je vois bien un 5e, 6e tour. Contre peut-être une nationale 2, ça serait très bien, quoi. L'idée c'est d'avoir un beau parcours. Ouais, un beau parcours, ouais, c'est ça. Un parcours dont on se souvient. Ouais. Et tu parlais justement, et on va y revenir sur le championnat. Championnat de R3 cette année, c'est un championnat, et je l'ai déjà dit, dont on va beaucoup parler. Tu as déjà vécu un premier derby. C'est un championnat où il y aura pas mal de derbys. Abou, tu me dis si je me trompe, municipaux, OHTN, Cocrioville, Frileuse, Montgaillard. J'en oublie certainement un ou deux, mais qui est de l'agglomération Ouais, aussi. Montpellier, ouais. comment on aborde un tel championnat? Surtout pour une première saison. Ouais. Pour toi en tant que coach, comment on aborde Après, ça va, c'est que comme c'est un renouveau, on n'a pas fixé vraiment d'objectif. L'objectif premier, c'était vraiment le plaisir. Déjà, c'est de reformer un groupe qui a envie de venir s'entraîner. Aussi, être sur la continuité de ce qu'a fait Abou, parce que sur les derniers matchs du championnat, on a revu des valeurs qui sont essentielles au club et à nous surtout. Donc c'était vraiment d'être dans la continuité, mais avec cette notion de plaisir en plus, parce que les jeunes maintenant, ils demandent plus ça. Ils sont plus demandeurs, on est plus à leur faire plaisir avant tout, avant de parler à des notions de travail, d'exigence, etc. Je pense qu'ils sont moins sensibles à ça maintenant. Donc c'est vraiment une notion de plaisir, et puis après, on ira le plus loin qu'on peut, quoi. Ok. Comment tu vis ton début de saison, Alric? Coupe de France invaincu, championnat, une victoire contre Bolbec, un match nul contre OHTN, qui a des prétentions aussi, hein, parce qu'ils ont une grosse équipe. Comment tu vis ton début de saison là, à la tête, excuse-moi, de la première de Frileuse? Après, c'est quelque chose chez moi où j'ai du mal à savourer un petit peu, parce que je sais que là, comme c'est tellement nouveau, je préfère me projeter sur quand ça va être plus compliqué, quoi. Parce que là, je suis dans le confort, on a une trentaine de jours à l'entraînement, tous les choix qu'on fait pour l'instant, ils sont payants. On a l'impression qu'on marche sur l'eau, mais il faut aussi anticiper le fait de comment on va réagir quand on va perdre. Est-ce que ça va être toujours la même ambiance? Est-ce que ça va être toujours pareil? On sait que les premières tensions, ça va vite. On sait qu'en senior, c'est beaucoup de social aussi. Donc d'émotions, c'est beaucoup de détails. Donc tout est important. Et moi, chaque match, je pense déjà au prochain, quoi. Donc en fait, j'ai du mal à savourer un peu, quoi. D'accord. Donc, comment tu prépares tes semaines, vu que tu es déjà en prévision de préparer une défaite, mais si tu gagnes jusqu'à la fin de la saison, comment tu prépares tes semaines, du coup? En fait, je savoure sur l'instant présent, on va dire, sur la petite photo qu'on fait après le match. Et tout de suite après, je pense déjà à la séance que je peux faire le mercredi, où on discute avec les coachs sur aussi l'AB, comment ça a fonctionné, sur comment les groupes on peut les tourner, etc. Et après le vendredi, on est plus sur des thèmes plutôt offensifs, finition. Et on commence déjà à préparer les groupes, à se dire un tel il a été bon, il faudrait peut-être l'essayer un petit peu, faire les associations, etc. Et on se projette tout de suite en fait. Et comme là, on n'est que sur des victoires, des résultats positifs. La réserve, c'est un peu plus compliqué. Ça a encore un peu de mal à prendre. Mais on essaie de faire un mix de tout ça et pour l'instant, ça se passe bien, quoi. Et est-ce qu'un coach, alors tu disais tu es assez jeune, mais est-ce qu'un coach de 30 ans, il peut se permettre de tout dire à ses joueurs, dans le respect, je l'entends bien. Il y a peut-être des joueurs que tu as dans ton équipe qui ont évolué à certaines divisions, peut-être au niveau au-dessus. Comment on appréhende ces relations avec ces joueurs? Et encore une fois, est-ce qu'on peut tout leur dire en tant que coach? On peut tout leur dire, je pense. Il y a une manière de le faire. Et il y a surtout le personnage. Moi, je ne m'invente pas un personnage. Je sais que, un peu ma devise, c'est que je suis le coach que j'aurais aimé avoir en tant que joueur. Donc ça, c'est que personnel, parce que chaque joueur est différent.
Donc je sais que moi, je suis pas dans le caractère à aller dans l'opposition. J'évite le conflit au maximum. Et c'est pour ça que je m'entoure des gens qui sont différents de moi. Les coachs qui sont avec moi, il y en a qui sont frontales parce qu'ils ont l'expérience, ils ont la crédibilité aussi. Moi, si j'ai quelque chose à dire à un joueur, je lui dis tranquillement ou je lui dis en face à face, par message, on discute, je suis ouvert à tout. Mais je suis pas du genre à être frontal, à aller l'afficher, pas l'afficher, mais parler comme ça devant tout le monde. Alors que c'est un gars qu'à mon âge ou à quelques années près, je pense que ça serait pas respectueux de ma part. Et je laisse justement aux autres coachs qui ont plus la capacité de faire ça, de le faire. Et alors, sur le terrain proprement dit, lors d'un match, est-ce que tu es plutôt le genre de coach qui va être en capacité, je sais pas, par exemple, le capitaine ou même un joueur va te dire, bah voilà, c'est compliqué sur le match, peut-être par rapport à ton dispositif, peut-être par rapport à ta manière de jouer sur le moment même. Est-ce que tu es en capacité, toi, de pouvoir l'entendre et de rectifier, ou c'est compliqué, tu es sur tes idées sur un match, je l'entends bien, pas sur une saison, que ça fonctionne ou pas? En fait, j'ai posé un cadre dès le début. J'ai dit, il y a 4 choses où on peut discuter. Il y a des choses où on ne peut pas discuter, c'est comme ça. Parce qu'après, ça laisse la porte ouverte à tout et n'importe quoi. J'ai dit, il y a 4 principes de jeu, quand on a le ballon, quand on ne l'a pas, et les 2 transitions, quand on la récupère, quand on la perd. J'ai dit, sur ces 4-là, moi, je mets en place des principes. Après, sur chaque match, chaque équipe est différente. Chaque équipe va nous poser des problèmes différents. Donc sur ça, on peut discuter. Si je demande à mes attaquants de presser d'une certaine manière et qu'ils me disent à la mi-temps, ça ne marche pas ou on n'y arrive pas, je dis, ok, on adapte, il n'y a pas de souci. Mais après, il ne faut pas que ça soit de tout et n'importe quoi. Non, mais voilà, tu es quand même en capacité de pouvoir entendre ce que les joueurs ressentent sur le terrain, parce que ça peut arriver que le coach a son ressenti de l'extérieur et les joueurs aussi sur le terrain, mais tu es plutôt ce genre de coach qui est en capacité d'entendre et de faire évoluer les choses. Encore une fois, on parle bien d'un match et pas forcément d'une saison. Sur un match, tu es en capacité d'entendre et de pouvoir te réadapter. Ouais, complètement, parce que moi je pense que c'est une complémentarité, le coach et le joueur. On est un peu les architectes, on va dire, les joueurs c'est les maçons, donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est important de nous poser les fondations, et eux c'est à eux de construire le truc, quoi. Donc forcément on a besoin de savoir ce qu'ils pensent aussi, quoi. C'est très bien, parce que pour revenir sur le match d'hier, on parle de s'adapter. Je sais que vous avez commencé en 3-5-2. Ouais. Vous avez vite évolué en 4-5-1, je crois. Si je on a fait un petit 4-4-2 losange, on va dire, et puis après, plutôt 4-5-1. Parce que l'adversaire vous a mis en difficulté. Ouais. Tu n'avais pas retrouvé justement ce que tu avais défini en début de match. Comment tu as fait pour t'adapter? Comment les joueurs l'ont vécu? Est-ce que ça a marché? Surtout que j'étais plus réticent à le faire. C'était plutôt Kevin qui a dit je pense que ça serait bien de passer comme ça avec une défense à 4. Kevin qui est, je te coupe deux secondes. Qui entraîne avec moi sur l'équipe première, tous les deux, avec Olivier qui est plus adjoint, on va dire, qui nous suit. Et parce que on l'a fait 2-3 fois sur les matchs amicaux où essayer une défense à 4, ça n'a jamais marché. Et là, il se sentait comme ça, donc j'ai dit écoute, on essaye. On l'a fait et ça a tout de suite fonctionné en fait. Parce que le 3-5-2, on sait qu'on a des points faibles, c'est souvent sur les côtés parce que on n'a qu'un piston, et quand on joue des équipes qui jouent avec un latéral qui monte vite et un ailier aussi qui rentre, ça devient vite compliqué. Et c'était exactement ça en fait. Donc on a réussi à s'adapter. J'étais plus réticent et en discutant avec Kevin, on l'a fait et puis ça a tout de suite marché, quoi. D'accord. On a parlé de vos objectifs Coupe de France. Est-ce que tu fixes également des objectifs au niveau du championnat? Non, on n'a pas fixé d'objectifs. C'était notion plaisir au départ. Après, on sait que entre nous, ça parle beaucoup. On a une petite hype, on va dire, entre tous les joueurs qui sont au club, qui sont tous contents de jouer ensemble. C'est tous des potes. Ils se rendent tous compte qu'on peut avoir un gros potentiel. Mais je leur ai dit déjà, là on avait justement HTN qui jouera à la montée. On a la Coupe de France contre une équipe de R1 qui sera à milieu de tableau. Et après on joue qu'au Criouville, c'est même pas un objectif, c'est une obligation de monter pour eux, quoi. Donc j'ai dit on va essayer de peut-être se faire un objectif après ces matchs-là, mais pour l'instant c'est bien ce qu'on fait, mais on peut pas se projeter, quoi, encore. Ok. Tu nous parles du groupe, Alric. Tu as fait un gros recrutement cette année. Comment il vit ton groupe? Très bien. Pour l'instant, très bien.
Après, c'est parce qu'il y a les victoires aussi, parce que on a remis une notion de plaisir que j'arrête pas de répéter aux entraînements et ça marche. Parce qu'il y a aussi la notion de nombre, on est une trentaine à chaque séance, donc forcément ça c'est bien, c'est que du jeu, il y a toujours du ballon. Après on peut pas régler certaines problématiques parce qu'on veut laisser jouer un maximum. On fait des choix en fait, mais pour l'instant ça marche. Et comment tu gères 30 joueurs sur ce petit terrain de Frileuse, comme on a vu tout à l'heure avec Bilout et Salif, 30 joueurs sur ce petit City Stade, comme je disais moi quand j'étais au BE. Comment tu arrives à justement procurer du plaisir à tes joueurs? En fait, il faut tout optimiser dans la séance, parce que là on a mis une application en place pour les convocations présence. On harcèle à chaque fois pour qu'ils répondent. Comme ça, quand ils arrivent sur le terrain, les équipes ils sont déjà faites. Il y a toujours un petit échauffement taureau pour qu'ils soient tous regroupés au même endroit. Et ça permet de distribuer tout de suite les chasubes, que tout le monde soit en place direct. Et après, on met le jeu en place et les rotations, ils sont super vite. Limite, je crois qu'il y a des fois, on fait des séances de 1 heure, 1 heure et quart. Mais c'est tellement intense qu'ils sont cuits comme si que... Il y a une énorme préparation en amont. Ouais, c'est ça en fait. Ça te prend combien de temps? J'ai posé également la question tout à l'heure à Salif et à Stéphane. Ça te prend combien de temps aujourd'hui d'être coach première sur une semaine? Ça prend beaucoup de temps, je ne saurais pas dire, mais la préparation déjà, c'est limite la séance, c'est ce qui prend le moins de temps en soi. C'est toute la préparation. Déjà, je veux que tout le monde soit investi dans les coachs, donc des fois je dis, tu aurais une idée sur la séance, parce que moi c'est pareil, juste poser un petit cadre où le mercredi c'est plutôt jeu réduit, jeu de conservation, plutôt dans notre camp, et le vendredi c'est plutôt finition, jeu sur plus grand terrain et exercice de finition. Donc à partir de ça, chaque coach il dit tiens, moi j'ai vu un petit truc qui me dérangeait dimanche, j'aimerais bien faire un truc là-dessus, etc. Il met en place, juste sur la forme de 3 équipes de 10, avec une rotation, 2 équipes sur un grand jeu, une équipe plutôt sur du jeu réduit, et la rotation elle se fait comme ça. Et le plus dur c'est vraiment préparer les équipes, mettre en place, être d'accord sur la séance qu'on va faire, et après une fois sur place c'est juste de l'animation quoi en fait. Tu nous expliquais que t'étais, après le match, tu étais déjà dans la projection du suivant. Le prochain match, c'est la Coupe de France. Est-ce que tu t'es... Alors, c'est contre qui déjà, rappelle-moi? Grand Quevilly. Grand Quevilly, c'est ça. R1. Ouais. Qui ont mis... Descente nationale. Et ils ont une grosse victoire lors du précédent tour. Même lors du précédent tour de mémoire, c'était 8-1 leur victoire, si je te dis pas de bêtises. Vaincu aussi. Donc ils ont perdu la première journée de championnat, je crois, contre Rouen. Une grosse équipe qui se présente à vous, en tout cas. Comment tu te projettes et comment tu abordes ce match-là? Pour moi, je sais que ça va prendre encore plus de temps cette semaine, parce que j'ai préparé plein d'animations, plein de trucs. Parce que je leur ai dit aussi depuis le début qu'après ce tour-là, c'est pas que c'est les vacances, mais ces matchs-là, c'est que des souvenirs en fait. Pour moi, la Coupe de France, ça doit marquer, pas à vie, mais pratiquement, quoi. C'est des choses qu'on se souvient. Donc je vais vraiment faire pas les choses en grand, mais des choses qui vont marquer. Donc c'est beaucoup de préparation. Limite, le match, je sais qu'ils vont tout donner, donc c'est plus la préparation d'avant-match, les mettre vraiment en confiance, leur mettre vous vous concentrez de motivation, que sur vous, ou tu as pu repérer un petit peu l'adversaire et tu prépares ta semaine par rapport à ce que tu as pu voir de l'adversaire? Non, pas du tout, c'est vraiment que sur nos forces. Après, on s'adapte soit pendant le match, soit à la mi-temps, par rapport à ce qu'on voit, ce qui peuvent nous mettre en difficulté, mais c'est principalement nos forces. Même en championnat, c'est pareil, c'est tous les matchs allés, on va être sur nos forces. On va noter un petit peu ce que eux ils proposent en face. Et au match retour, on verra si soit on s'adapte ou soit on reste comme on est. Mais Coupe de France, c'est pareil, ce sera notre force. On ne jouera pas différemment. On va jouer notre jeu. Et puis après, si on doit s'adapter, on s'adaptera vite et ça sera comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite de ta saison? Alors, il y a 2 choses, encore une fois. Il y a le sur et en dehors du terrain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de manière globale pour cette saison? Pour la saison, c'est de prendre un maximum de plaisir, que ce soit
que ça soit au niveau des Cette notion de résultats. plaisir, tu t'insistes Ouais, vraiment oui, toujours. dessus depuis tout à l'heure. Mais c'est intéressant, Ouais. intéressant, parce qu'on a parfois tendance à l'oublier que Ouais. c'est avant tout un sport et du plaisir. C'était un joueur qui était sur le plaisir, Alric. Trop de plaisir. Trop de plaisir, des fois, parfois trop même. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais après, c'est aussi une façon d'amener les choses, parce qu'en final, c'est juste le discours qui change, mais dans la séance, il y a autant d'intensité que ce que peut demander un coach qui veut aussi des résultats, quoi. Donc en fait, c'est une manière d'amener les choses différentes, mais moi je dis que je reste sur la continuité de ce que faisait Abou aussi, donc c'est juste le discours qui est un peu différent, la façon de faire un petit peu aussi, parce que chacun a sa façon de faire, mais on reste sur les mêmes principes et les mêmes valeurs du club aussi, hein, donc c'est la continuité. Et si tu avais une baguette magique où tu arrivais à rassembler les 7 boules de cristal, si on pouvait te demander de faire un vœu pour cette saison, ce serait lequel? Ça serait la montée en R2, surtout la première saison avec une dynamique comme on a, avec les joueurs qu'on a, ça serait super. Parce que les joueurs qu'on a, généralement, ils reviennent à Frileuse ces dernières années pour que ça soit plutôt un tremplin, ou que ce soit chez les jeunes ou en senior. C'est je vais faire une année avec vous et puis je repars plus haut l'année prochaine. Et si on peut surfer sur cette dynamique, parce que c'est des joueurs, là, la moyenne d'âge, c'est 20 ans, quoi, 21 ans. Et qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de réaliser ce rêve-là? Je sais pas. Je me fixe aucune limite, aucune barrière. Après, c'est des jeunes qui ont beaucoup de potentiel. Malheureusement, je trouve que, sans citer de nom, mais dans la plupart des clubs, il y a peu de coachs qui font confiance aux jeunes, je trouve, à mon goût, surtout au niveau senior. Et là, ils ont la chance d'avoir des coachs formateurs, parce que j'ai eu que des jeunes, c'est la première fois que je suis en senior. J'ai ramené beaucoup d'anciens U18 que j'avais, et je reste sur la même continuité. C'est des joueurs qui jouaient à d'autres postes dans d'autres clubs, qui jouaient pas beaucoup. Là, je les remets en confiance et je sais qu'ils ont du potentiel. Donc, si on peut avoir à court ou moyen terme des résultats, je sais que c'est un groupe qui peut exploser, quoi. Donc, vraiment viser haut. D'accord. Et si ça marche, Alric, avec ce groupe jeune que tu dis qui, moi je l'ai connu, qui servent de Frileuse comme un tremplin pour après aller taper au-dessus, et puis c'est logique, ça s'entend. Comment toi tu t'envisages le truc si tu arrives à monter? Comment tu peux les fidéliser justement? Parce que ramener cette dynamique de jeunesse, c'est très bien, mais l'idée c'est de les garder un maximum de temps. Si tu peux faire 2-3 montées avec cette même équipe, ce qu'on n'arrive pas à faire en senior et puis pas qu'à Frileuse. Bah après, je pense que maintenant c'est compliqué de faire, comme on est un club quand même hors cadre par rapport au niveau et aux nos infrastructures, je pense que ça va être très compliqué de remonter en R1 comme on était avant, quoi. Mais je pense qu'avec un groupe de jeunes comme ça, si on arrive à monter en R2, c'est déjà essayer de se maintenir, essayer de pérenniser ce club en R2 déjà, pour ensuite restructurer toutes les jeunes aussi, parce que les 18, ça ne suit plus non plus 18 seniors. On sauve un peu les meubles depuis quelques années, mais ça reste compliqué aussi. Donc c'est aussi de retrouver des jeunes qui jouent avec les seniors après et qu'on ne les retrouve pas au plus haut niveau, à droite à gauche. Passer de la fragilité que tu ressens actuelle à une certaine stabilité, c'est ça. C'est avant tout un objectif. Bah oui, parce que c'est ce qu'on avait avant. Au club, on était au plus haut niveau partout. Après, il y a le fait des infrastructures, le fait que les clubs sont plus attractifs aussi à côté de chez nous. Ça nous a fait du mal, mais on a résisté. Là encore, l'année dernière, en R3, on joue le maintien, alors qu'on a des U16 qui jouent la montée en nationaux. C'est peu de clubs qui arrivent à faire ça, quoi. Mais c'est des joueurs qui, on peut rien leur dire, parce que c'est un tremplin pour eux. Ils jouent au meilleur niveau. Une année, c'est à Frileuse, l'autre année, c'est dans un autre club. Donc, mais c'est des joueurs qu'on ne pérennise pas, parce que c'est qu'une question de niveau, quoi. En plus, c'est sur des catégories assez jeunes, pour le coup. Donc c'est ça. sur 1 ou 2 ans, donc on peut l'entendre. Après, le mal de tout ça, c'est peut-être pas le club, tu vois, c'est aussi les règlements qui ont été mis en place par la Ligue, tu vois. Le problématique des U13 Frileuse, ils ont été fragilisés pendant 3-4 ans, là, pas pouvoir avoir du 14, donc ça fait un gros trou. Mais après, le club, il n'y est pour rien pour ça. Tu vois, comment, après, l'idée, c'est comment vous allez faire évoluer dans la durée, parce que cette année, vous avez réussi à avoir des U14. Et l'idée, c'est comment maintenant vous allez mettre les choses en place pour que ça dure. Et surtout, est-ce que vous avez les moyens et la place de mettre ça en place? La place, je pense que aussi il faut
faudra être dans le futur un peu plus élitiste parce que aussi on a des équipes jeunes, on en a beaucoup. Après, on le fait bien aussi au club, c'est que on a un nombre limité, quoi. On prend pas tout le monde, histoire pour prendre tout le monde et faire de l'argent aussi. On a un groupe limité et puis je pense qu'on a des éducateurs qui sont qualifiés partout et la transition elle se fait plutôt bien, quoi. Mais c'est vrai que comme tu dis, s'il fait qu'une année, en plus c'est même pas sur le terrain qu'on n'a pas la montée en régional, c'est vraiment ce qui se fait hors football. Enfin, C'est administratif. Ouais, c'est administratif. Ouais. Donc ça met à mal des années de travail sur l'école de foot alors qu'on n'est même pas responsable, quoi. Donc, La nouvelle législation du football amateur, elle est parfois compliquée. ouais, Elle est parfois compliquée. Aldric, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour le mot de la fin. Bah, merci à vous en tout cas d'avoir mis un peu de lumière sur le club, parce que c'est quand même le plus vieux club amateur du Havre, c'est un monument du foot havrais, je pense. Et Alboul sait très bien, il sait même mieux que moi. On en a parlé juste avant, qui n'était pas forcément là, mais on l'a évoqué en effet sur la structuration du club avec Salif et Stéphane 1929. Donc oui, en effet, c'est un club historique du Havre. Vous êtes toujours là, vous résistez. Donc nous, on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. À toi, à titre personnel, en tant que coach de la première, mais aussi au club plus en général. Et on n'est pas sans se revoir. De toute façon, on surveillera un petit peu les résultats. On les évoquera. On les évoquera régulièrement. Mais en tout cas, merci. Tu as été le premier à venir. Vous avez été le premier club. Et ça n'a pas été simple, j'imagine. On ne sait pas à quoi s'attendre. On n'a pas pu regarder un petit peu. Donc pour ça, moi, ça fait toujours plaisir. Je tiens à vous remercier. Et on espère que vous serez les premiers d'une longue liste. Ouais, merci à toi en tout cas. Merci à toi, Merci à Eric. vous. On se termine là-dessus. Et on se revoit très bientôt. Merci à tous. La première émission touche à sa fin. Ça a été plutôt pas mal et intense à vous. Ouais, c'était bien, une vraie histoire, une vraie découverte. Une vraie découverte. Merci au club de Frileuse d'avoir joué le jeu. Merci aux intervenants, au président qui n'était pas présent avec nous mais qui a participé à travers le reportage qu'on a pu vous montrer. On va remercier également nos sponsors. Ils sont pour le moment pas nombreux, c'est vrai, mais on espère pouvoir déployer tout ça. Ça va nous permettre de pouvoir travailler un petit peu plus sereinement. Donc voilà, merci à tous. Merci à toi, Abou. Bah, merci à toi, Totof. Et on se revoit très bientôt. Merci à tous. À bientôt.